Une molécule est électriquement neutre. Dans une molécule, la liaison chimique entre deux atomes est assurée grâce à la mise en commun d'un ou plusieurs électrons qui n'appartiennent plus ni à l'un ni à l'autre des atomes, mais aux deux. Un tel partage n'est pas toujours équitable, car certains atomes peuvent être plus avides d'électrons que d'autres. C'est ce qui se passe dans la molécule d'eau, où l'oxygène a tendance à aspirer plus fortement les électrons de la liaison que l'hydrogène. On dit que c'est une molécule polaire. Cette polarité est une propriété extrêmement importante de la molécule d'eau, et ses conséquences influent sur un certain nombre de caractéristiques physiques. Température de fusion, d'ébullition, solubilité, et aussi chimiques, comme la réactivité. Pour mettre en évidence cette polarité de la molécule d'eau, vous pouvez vous livrer à cette petite expérience. Prenez une règle en plastique, et puis électrisez-la en la frottant sur un tissu synthétique. Approchez maintenant la règle tout près d'un très fin filet d'eau dans votre évier. Que constatez-vous et pourquoi? Vous le saurez à la fin du chapitre. Commençons ce chapitre 5, de la structure à la polarité. Au préalable, faisons un rappel sur la structure de l'atome. Alors vous rappelez que le noyau d'un atome est représenté conventionnellement par l'écriture suivante, AZX. X va être le symbole de l'élément chimique, par exemple la lettre C majuscule pour le carbone. Z est le numéro atomique, c'est le nombre de protons dans le noyau. A est le nombre de masses, c'est le nombre total de nucléons, les protons, plus les neutrons. Prenons l'exemple de l'atome de fluor dont le noyau a pour écriture 919F. Le noyau de l'atome comporte donc 9 protons, c'est l'indication du numéro atomique. Il possède 19 nucléons, dont les 9 protons, donc il va y avoir 10 neutrons. On retrouve que 9 plus 10 égale 19, qui redonne le nombre de masses. Les protons possèdent une charge électrique positive, alors que les neutrons ont une charge électrique qui est nulle. Or, l'atome est électriquement neutre. Les électrons, eux, ont une charge électrique négative, donc pour que l'atome soit électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant d'électrons que de protons. Donc, 9 électrons qui vont apporter 9 charges électriques négatives. Regardons la structure de l'anion fluorure de formule F-. Le moins indique la charge de l'ion. Un ion est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. La structure du noyau est donc inchangée. On va retrouver autant de protons et de neutrons qu'il y en avait dans l'atome. Donc toujours 9 protons, chargés positivement, et 10 neutrons. Ici, l'ion fluorure possède une charge négative. Combien d'électrons l'ion fluorure doit-il posséder pour que l'entité possède une charge négative? Il faut bien sûr qu'il y ait un électron de plus que de protons, c'est-à-dire 10 électrons, qui vont apporter 10 charges électriques négatives, ce qui donne bien 9 plus 10 moins donne une charge électrique négative. Un anion est un atome qui a gagné un électron. Comment les électrons s'organisent-ils autour du noyau de l'atome? Alors le cortège électronique de l'atome possède une structure tout d'abord en couche qui va être repérée par un nombre entier, 1, 2, 3, etc. Et puis en sous-couches qui vont être repérées par une lettre. Donc les premières qu'il faut retenir, c'est petit s et petit p. Il faut savoir que le nombre maximal d'électrons que l'on peut trouver par sous-couche va être de 2 électrons pour une sous-couche S et 6 électrons pour une sous-couche P. Pour les atomes pour lesquels Z est inférieur ou égal à 18, ça correspond aux atomes des 3 premières lignes de la classification périodique, on remplit les sous-couches dans l'ordre suivant: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Les électrons de valence sont les électrons de la dernière couche qu'on appelle la couche externe. On va ici écrire la structure électronique du soufre dont le numéro atomique est égal à 16, ça signifie qu'il y a 16 protons, et comme l'atome est électriquement neutre, il va y avoir 16 électrons à répartir sur les couches et sous-couches. On commence par placer 2 électrons sur la sous-couche 1s. On indique le nombre d'électrons sur cette sous-couche en exposant. La sous-couche 1s est alors entièrement remplie, on dit qu'elle est saturée. On poursuit le remplissage dans l'ordre par la sous-couche 2s, sur lequel on peut placer là aussi 2 électrons. Puis après on va trouver la sous-couche 2p, sur lequel on peut placer 6 électrons. On a déjà placé 6 plus 2, c'est-à-dire 10 électrons. Il en reste encore 6 à placer. Donc on poursuit le remplissage par la sous-couche 3s. On a placé 2 électrons de plus. Et puis donc
la sous-couche 3p. Il nous reste 4 électrons à placer, que l'on place donc sur cette sous-couche P. La dernière couche remplie s'appelle la couche externe. Ici, la dernière couche remplie, c'est la couche 3. Et sur cette couche 3, on va trouver 2 plus 4 égale 6 électrons. Et les électrons de la couche externe s'appellent des électrons de valence. Donc 6 électrons de valence. Donner les structures électroniques des atomes d'hydrogène, carbone, azote, oxygène, fluor et chlore. Surligner les électrons de valence. Voilà, je vous laisse faire. Mettez la vidéo sur pause et complétez le tableau. Commençons par l'hydrogène. Z égale 1. Donc structure électronique, un électron à placer sur la sous-couche 1s. Puis après le carbone, Z égale 6. Donc on complète 1s2, 2s2, 2p2. L'azote, symbole grand N, Z égale 7, cet électron à placer 1s2, 2s2 et les 3 derniers électrons sur la sous-couche 2p. L'oxygène, Z égale 8, un électron de plus. Le fluor, Z égale 9. On poursuit le remplissage de la sous-couche 2p. Et le chlore. On a terminé le remplissage de la sous-couche 2p, donc on poursuit avec la sous-couche 3s. Et la sous-couche 3p, sur lequel on va venir placer 5 électrons, pour avoir le total de 17 électrons. On va surligner maintenant les électrons de valence, qui sont les électrons de la dernière couche remplie. Pour l'hydrogène, une seule couche, donc l'électron de valence, c'est celui-ci. Pour le carbone, la dernière couche remplie, c'est la couche 2, sur lequel on va trouver 2 plus 2, 4 électrons de valence en tout. Pour l'azote, ça sera 5. Pour l'oxygène, 6. Et pour le fluor, 7 électrons de valence. Pour l'atome de chlore, la dernière couche remplie, c'est la couche 3, sur laquelle on va trouver 2 plus 5, 7 électrons de valence. Un rappel sur les règles de stabilité. Les atomes des 3 premières périodes, 3 premières lignes du tableau périodique, tendent à obtenir une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble. Pour cela, ils peuvent former des ions ou des molécules de telle sorte que leur dernière couche électronique, couche de valence, soit saturée. Ce qui correspond à la configuration électronique d'un gaz noble. Soit avec 2 électrons, si Z est inférieur ou égal à 4. Pour les voisins de l'hélium, c'est ce qu'on appelle la règle du Duhet. En pratique, ce sera l'atome d'hydrogène qui fréquemment respectera cette règle du Duhet. Ou bien à 8 électrons, sinon c'est ce qu'on appelle alors la règle de l'octet. Le schéma de Lewis d'un atome permet de représenter la structure électronique externe d'un atome. Seuls les électrons de valence sont représentés autour du symbole de l'atome. Les électrons de valence sont représentés par des points, s'ils sont célibataires, ou par un tiret, s'ils forment un doublé. Comment construire le schéma de Lewis d'un atome? Jusqu'à 4 électrons de valence, l'atome est entouré d'électrons célibataires. Et au-delà, les électrons supplémentaires s'ajoutent aux électrons célibataires pour former des doublés. Alors l'hydrogène a pour numéro atomique Z égale 1, et on a vu tout à l'heure, en écrivant la structure électronique, que l'hydrogène possédait un seul électron de valence. Donc que je représente par un point. Le carbone, lui, Z égale 6, possède 4 électrons de valence, que je représente ici par 4 points. L'azote, Z égale 7, possède 3 plus 2 égale 5 électrons de valence. Et au-delà de 4, les électrons supplémentaires s'ajoutent aux électrons célibataires pour former des doublés. Donc pour l'azote, je vais avoir 3 électrons célibataires, plus 2 électrons qui se sont associés pour former un doublé. L'oxygène possède 6 électrons de valence. Et au-delà de 4, les électrons s'associent pour former des doublés. Le fluor possède 7 électrons de valence. Et au-delà de 4, les électrons s'associent pour former des doublés.
L'atome de chlore possède lui aussi 7 électrons de valence, donc sa structure de Lewis sera identique à celle du fluor. Les mêmes règles vont s'appliquer pour établir les schémas de Lewis des ions. On va commencer par écrire les structures électroniques des atomes suivants. Oxygène Z égale 8, donc 8 électrons à placer. 1s2, 2s2, 2p4. Fluor, 1s2, 2s2, 2p5. Chlore, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Et sodium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. On a rappelé tout à l'heure les règles de stabilité. Les atomes des éléments des 3 premières périodes du tableau périodique tendent à obtenir une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble. Pour cela, ils peuvent former des ions ou des molécules de telle sorte que leur dernière couche électronique, c'est-à-dire la couche de valence, soit saturée, soit avec 2 électrons pour les voisins de l'hélium, c'est ce qu'on appelle la règle du Duhet, soit avec 8 électrons pour les autres, c'est la règle de l'octet. L'oxygène a 4 électrons sur sa sous-couche de P, il va avoir tendance à gagner 2 électrons pour pouvoir la saturer. On se retrouve ainsi avec une couche 2 qui est entièrement remplie avec 8 électrons qui vérifie ainsi la règle de l'octet. Il y a eu gain donc de 2 électrons. La formule de l'ion, c'est l'ion O2- qu'on appelle l'ion oxyde. Le schéma de Lewis de cet ion, on a 8 électrons de valence à placer qui vont venir s'associer pour former des doublés. Et on indique la charge. Ici la charge en l'entour pour ne pas confondre le signe moins de la charge avec un doublé. Pour le fluor, il y a 7 électrons sur la couche 2. Donc il va falloir qu'il y ait un gain d'un électron pour saturer la couche 2. On se retrouve alors avec une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, une couche externe qui est saturée. On retrouve la configuration électronique du néon, qui est le gaz noble le plus proche. Il y a eu gain d'un électron, donc la formule de l'ion est F-. Il y a 8 électrons à nouveau sur la couche externe, d'où la structure de Lewis de l'ion fluorure. On retrouve un schéma analogue avec l'atome de chlore, mais cette fois-ci, ça va concerner la couche 3. Il va y avoir gain d'un électron pour saturer cette couche 3. Il y a eu gain là aussi d'un électron, donc la formule de l'ion chlorure est Cl-. 8 électrons sur la couche externe, d'où le schéma de Lewis de l'atome. Regardons maintenant le cas du sodium. Il a un seul électron sur sa couche 3, et donc il va perdre cet électron pour acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire la structure électronique du néon. Donc perte d'un électron, et on se retrouve donc avec la structure électronique 1s2, 2s2, 2p6. Tous ces ions vérifient la règle de l'octet puisqu'ils ont 2 plus 6 égale 8 électrons externes. Donc un octet. L'atome de sodium a perdu un électron, il va se retrouver avec une charge électrique positive. On trouve deux représentations du schéma de Lewis de l'ion. Il possède 8 électrons sur sa couche externe, donc on peut le représenter comme précédemment avec les 4 doublés autour, mais cette fois-ci avec une charge électrique positive. Il y a aussi une deuxième façon de le représenter, qui est ainsi. On représente ici un petit rectangle, qu'on appelle une lacune électronique, qui indique en fait que la sous-couche 3s est vide. Alors le schéma de Lewis des atomes vont permettre d'établir le schéma de Lewis d'une molécule. Donc ce dernier s'établit en assemblant les schémas de Lewis des atomes.
Les liaisons covalentes entre deux atomes, qui sont symbolisées par des doublés liants, résultent de la mise en commun de deux électrons célibataires, chacun apporté par un des deux atomes. Commençons par la molécule de dioxygène de formule O2, donc deux atomes d'oxygène. Je vais donc représenter deux fois le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène, et de telle sorte que les électrons célibataires soient en vis-à-vis. Les électrons célibataires en vis-à-vis vont pouvoir s'associer pour former des doublés, d'où le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène. Donc une liaison double va venir s'établir entre les atomes d'oxygène. On vérifie que chaque atome d'oxygène est entouré par 4 doublés, 2 doublés non liants et 2 doublés liants, ce qui fait un environnement avec 4 fois 2 égale 8 électrons, c'est-à-dire un octet d'électrons. La règle de l'octet est vérifiée. La molécule de diazote de formule N2, donc je représente deux fois le schéma de Lewis de l'atome d'azote, en mettant vis-à-vis les électrons célibataires. Ces électrons célibataires vont venir s'associer 2 à 2 pour former 3 liaisons covalentes, d'où le schéma de Lewis de la molécule de diazote. Et on vérifie là aussi que chaque atome d'azote est entouré par 4 doublés, un doublé non liant et 3 doublés liants, ce qui lui permet de vérifier la règle de l'octet. Passons à la molécule d'eau de formule H2O. Donc je représente les schémas de Lewis des différents atomes. Ces électrons célibataires vont venir s'associer pour former des doublés liants, d'où le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Molécule de CO2, un atome de carbone qui possède 4 électrons célibataires que je vais venir placer au centre et 2 atomes d'oxygène que je place ici de part et d'autre. Les électrons célibataires s'associent pour former des doublés liants, d'où le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. On vérifie là aussi que chaque atome vérifie la règle de l'octet, un environnement électronique avec 4 doublés. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour compléter les 3 dernières colonnes du tableau. Alors, la molécule d'ammoniac de formule NH3, un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. D'où le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. L'atome d'azote vérifie la règle de l'octet, l'atome d'hydrogène, lui, vérifie la règle du duet. Molécule de méthane, CH4. D'où le schéma de Lewis de la molécule. Molécule de chlorure d'hydrogène. Comment écrire rapidement une formule de Lewis? Pour cela, il faut connaître la valence, c'est-à-dire le nombre de liaisons engagées des atomes usuels. Si vous connaissez les molécules suivantes, vous rappellerez que la valence du carbone est égale à 4. Il est engagé dans 4 liaisons covalentes. Celle de l'azote est égale à 3, comme dans la molécule d'ammoniac. Celle de l'oxygène est égale à 2, comme dans la molécule d'eau. Et celle des halogènes est égale à 1. Les halogènes sont les éléments chimiques de l'avant-dernière colonne de la classification. Il faudra appliquer la règle de l'octet. Donc, dans de nombreuses molécules, les atomes du tableau ci-contre sont entourés de 4 doublés d'électrons, soit 8 électrons de valence. Pour l'hydrogène, c'est la règle du duet qui est vérifiée. Un doublé, soit 2 électrons. Donc, à partir de la formule développée de l'espèce étudiée, il faudra savoir rajouter le nombre de doublés non liants qui va permettre de respecter la règle de l'octet pour chacun des atomes. Donc, dans ces molécules, on va rajouter des doublés non liants sur les atomes qui ne vérifient pas la règle de l'octet,
afin que cette règle soit respectée. Dans cette première molécule, qui est la molécule d'acide éthanoïque, molécule que l'on trouve dans le vinaigre, on voit que le premier atome de carbone est bien entouré par 4 doublés. Il vérifie bien la règle de l'octet, pareil pour le deuxième. Par contre, les atomes d'oxygène ne sont engagés que dans 2 liaisons, ils ne sont entourés que par 2 doublés. Il faut donc rajouter 2 doublés non liants pour qu'il vérifie la règle de l'octet. Les atomes d'hydrogène vérifient la règle du duet, donc ils ne font toujours qu'une seule liaison covalente. La deuxième molécule s'appelle le chlorure de vinyle. C'est une molécule qui est utilisée pour fabriquer le polychlorure de vinyle, dont on fait les tuyaux des canalisations par exemple. Les atomes d'hydrogène vérifient la règle du duet, les 2 atomes de carbone vérifient la règle de l'octet. Par contre, l'atome de chlore n'est engagé que dans une seule liaison. Il lui manque donc 3 doublés. Donc on rajoute ici 3 doublés non liants pour qu'il vérifie la règle de l'octet. Je vous laisse faire l'analyse pour la dernière molécule, c'est la molécule d'éthanamide. Mettez la vidéo sur pause pour identifier les doublés à rajouter. Il y avait dans cette molécule 2 atomes qui ne vérifiaient pas la règle de l'octet. C'était les atomes d'oxygène. Il manquait 2 doublés non liants. Et l'atome d'azote, auquel il faut rajouter un doublé non liant. Dans le cas des ions, il faudra savoir retrouver la charge de l'ion à partir de la formule de Lewis. Pour cela, il faudra savoir compter le nombre d'électrons externes de l'atome étudié dans l'espèce chimique considérée et le comparer à celui de l'atome isolé, et en déduire le nombre d'électrons gagnés ou perdus, ainsi que la charge. Pour cela, les 2 électrons d'un doublé non liant appartiennent en propre à l'atome, alors que les 2 électrons d'un doublé liant sont partagés entre les 2 atomes de la liaison. Pour les différents ions que l'on voit apparaître dans le tableau, l'ion oxonium H3O+, l'ion hydroxyde HO- et l'ion ammonium NH4+, on va commencer par représenter le schéma de Lewis de l'atome central. Donc l'atome central ici c'est l'oxygène. Pareil dans l'ion hydroxyde. Et dans l'ion ammonium, il va s'agir de l'atome d'azote. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence. L'atome d'azote en possède 5. On va admettre les schémas de Lewis des différents ions. Je vais indiquer maintenant en vert les électrons externes qui appartiennent à l'oxygène. Ceux des doublés non liants appartiennent entièrement à l'oxygène. Par contre, ceux des doublés liants, il va y en avoir qu'un seul qui va appartenir à l'oxygène. Donc ici, je me retrouve avec 5 électrons externes pour l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène à l'état isolé possède 6 électrons de valence, mais il n'en possède plus que 5 dans l'ion oxonium. Donc l'atome d'oxygène a perdu un électron par rapport à l'atome isolé, d'où une charge positive que je vais venir représenter sur l'atome d'oxygène dans la formule de l'ion oxonium. On va faire le même raisonnement pour l'ion hydroxyde de formule HO-. L'atome d'oxygène à l'état isolé possède 6 électrons de valence. On va décompter les électrons externes dans l'ion hydroxyde. Donc rappelez-vous, les électrons des doublés non liants appartiennent en propre à l'atome d'oxygène, ça en fait 6. Et puis pour les liaisons covalentes, il y a un partage équitable des électrons entre les 2 atomes. Donc on se retrouve avec un décompte de 7 électrons externes pour l'oxygène. Il y avait 6 électrons de valence pour l'atome d'oxygène isolé. On se retrouve ici avec 7 électrons. Donc l'atome d'oxygène a gagné un électron par rapport à l'atome isolé, d'où une charge négative. Et pour terminer l'ion ammonium de formule NH4+, l'atome central, l'atome d'azote, possède 5 électrons de valence à l'état isolé. Et dans l'ion ammonium, il ne va y en avoir plus que 4.
Donc 5 électrons de valence pour l'atome isolé, 4 électrons externes pour l'azote dans l'ion ammonium. Donc l'atome d'azote a perdu un électron par rapport à l'atome isolé, d'où la charge positive. Il y a quelques exceptions à cette règle de l'octet et qui vont donner lieu à la formation de lacunes électroniques. Une lacune électronique indique un déficit de 2 électrons par rapport aux règles de stabilité. Elle est représentée par une case rectangulaire dans le schéma de Lewis. Alors deux illustrations, donner les structures électroniques du bore Z égale 5 et de l'hydrogène Z égale 1. Donc pour le bore, on a 5 électrons à placer, 1 S2, 2 S2, 2 P1, et pour l'hydrogène, 1 S1. Le bore possède 3 électrons de valence, donc je vais pouvoir construire le schéma de Lewis de l'atome de bore, et je rajoute le schéma de Lewis des 3 atomes d'hydrogène. Les électrons célibataires vont venir s'associer pour former 3 liaisons covalentes. Mais on remarque que le bore ne vérifie pas la règle de l'octet puisqu'il n'est entouré que par 3 doublés. Il y a donc un déficit de 2 électrons par rapport aux règles de stabilité, et ce déficit de 2 électrons est symbolisé ici par ce petit rectangle vide. Écrivons maintenant la structure électronique de l'ion H+. Ion H+, ça signifie que l'atome d'hydrogène a perdu un électron. L'atome d'hydrogène avait un seul électron, donc il n'en a plus. On représente son schéma de Lewis ainsi. La petite lacune électronique. Et donc H+ ne vérifie pas la règle du duet. Il ne possède aucun électron sur sa sous-couche 1s, ce qui est symbolisé par la lacune. Alors voilà, maintenant on sait construire la formule de Lewis d'une molécule. Une application importante, maintenant, ça va être de prévoir la géométrie de molécules simples. La géométrie d'une molécule, ou d'un ion polyatomique, est celle dans laquelle les doublés d'électrons externes, liants et non liants, de chaque atome s'écartent au maximum les uns des autres. Ils exercent entre eux des forces électriques répulsives. Pour prévoir la géométrie autour d'un atome, il va falloir compter le nombre de liaisons que fait cet atome avec d'autres atomes voisins, auxquels il faudra rajouter le nombre de doublés non liants. Après, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est qu'il va y avoir une interaction électrique répulsive entre ces doublés, qui sont constitués d'électrons. Donc ces doublés vont adopter une géométrie qui va permettre de minimiser ces interactions, de telle sorte en fait que les doublés soient les plus éloignés les uns des autres. Pour mieux visualiser la géométrie que va prendre la molécule, on peut remplacer chaque doublé par des ballons que l'on va relier entre eux. Si on a 2 ballons, ils vont adopter une géométrie qui va être linéaire. Avec 3 ballons, on va avoir une géométrie qui va être triangulaire. Et avec 4, une géométrie que l'on va qualifier de tétraédrique. Les 4 ballons vont occuper les sommets d'un tétraèdre. Donc, première situation, le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants est égal à 4. Donc, on vient de le voir avec l'exemple avec les ballons, la géométrie de la répartition des doublés autour de l'atome central que l'on va appeler A va être tétraédrique. Quelle va être la géométrie de la molécule ? Ça va dépendre du nombre d'atomes auxquels A va être lié. Si A est lié à 4 atomes, la géométrie de la molécule va être tétraédrique. Maintenant, si A est lié à 3 atomes, par exemple ceci, comme le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants est égal à 4, ça veut dire que A va être porteur d'un doublé non liant, que je représente ici en bleu.
on voit apparaître sur le schéma que la géométrie de la molécule va être pyramidale. Et A est au sommet de cette petite pyramide. Maintenant, si A est lié à deux atomes, par exemple ceci, comme on a toujours un nombre de liaisons plus un nombre de doublés non liants qui est égal à 4 dans cette situation, ça veut dire que A est porteur de deux doublés non liants. Donc la géométrie de la molécule va être une géométrie qui va être coudée. Première situation, la molécule de méthane, CH4, l'atome de carbone central est impliqué dans 4 liaisons avec 4 atomes d'hydrogène. Ces 4 liaisons covalentes vont être symbolisées ici par 4 ballons. L'atome de carbone est au centre. Et on voit ici donc que la molécule va adopter une géométrie tétraédrique. Les 4 atomes d'hydrogène vont être au sommet d'un tétraèdre. Deuxième situation, la molécule d'ammoniac, NH3, l'atome d'azote est porteur d'un doublet non liant, qui va être symbolisé ici par le ballon bleu, qui est un petit peu plus volumineux, et donc 3 autres ballons qui vont symboliser les liaisons avec les 3 atomes d'hydrogène. L'atome d'azote ici va être au centre, et donc la molécule va adopter une géométrie pyramidale, l'atome d'azote étant au sommet de cette petite pyramide. Dernière situation, la molécule d'eau, H2O, l'atome d'oxygène est porteur de 2 doublés non liants, qui vont être symbolisés à nouveau par ces 2 ballons bleus. Les 2 ballons verts vont correspondre aux liaisons covalentes de l'atome d'oxygène avec les atomes d'hydrogène. Et donc si on ne conserve que les ballons verts, on voit que l'on va obtenir une géométrie de la molécule qui va être une géométrie coudée. Si le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants est égal à 3, si A est lié à 3 atomes, à ce moment-là, on va avoir une géométrie qui va être triangulaire. Si A est lié à 2 atomes, par exemple celui-ci et celui-là, le dernier trait va symboliser un doublé non liant. À ce moment-là, ça signifie que la molécule va avoir une géométrie coudée. Dernière situation, le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants est égal à 2. À ce moment-là, la molécule va adopter une géométrie linéaire. C'est le petit moment de détente de la leçon. Vous allez prendre des crayons de couleur pour colorier l'atome d'azote en bleu et les atomes d'oxygène en rouge. Voilà, c'est fait. Donc on va représenter les schémas de Lewis des différentes molécules. Celui de la molécule de méthane que l'on a déjà rencontré. La molécule d'ammoniac aussi. La molécule d'eau. La molécule de méthanal, ça c'est une nouveauté, donc je représente les structures de Lewis des atomes. Et je vois apparaître ici le schéma de Lewis de la molécule de méthanal. Et pour terminer, la molécule de dioxyde de carbone. Pour la molécule de méthane, l'atome de carbone central est lié à 4 autres atomes d'hydrogène. On va donc avoir une géométrie qui va être tétraédrique. Pour l'ammoniac, l'atome d'azote est lié à 3 atomes d'hydrogène. Il est porteur d'un doublet non liant. Donc le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants est toujours égal à 4. Mais l'atome d'azote n'étant lié qu'à 3 autres atomes, on va avoir une géométrie qui va être pyramidale. Puisque le doublet non liant de l'atome d'azote va repousser les doublés liants des 3 atomes d'hydrogène vers le bas. L'atome d'oxygène de la molécule d'eau est porteur de 2 doublés non liants, il est aussi engagé dans 2 liaisons covalentes. On va avoir donc une géométrie coudée. Dans le méthanal, l'atome de carbone central est lié à 3 autres atomes. Donc le nombre de liaisons avec d'autres atomes plus le nombre de doublés non liants va être égal à 3. Et la molécule de méthanal va adopter une géométrie triangulaire. Et dernier cas, la molécule de dioxyde de carbone. L'atome de carbone est lié à 2 autres atomes. Il n'est pas porteur de doublés non liants. Donc le nombre de liaisons plus le nombre de doublés non liants va être égal à 2. Et donc la géométrie de la molécule va être linéaire. Dernier point du chapitre, les molécules polaires et apolaires.
on va commencer par regarder une grandeur qui s'appelle l'électronégativité. C'est une grandeur qui traduit l'aptitude d'un atome à attirer vers lui le doublet d'électrons qui le lie à un autre atome. Elle est notée Ki, et c'est une grandeur qui est sans unité. Dans cet extrait de la classification périodique, on voit les électronégativités des atomes les plus courants. En particulier, on voit que l'électronégativité a tendance à augmenter quand on se déplace de la gauche vers la droite au sein d'une même période, au sein d'une même ligne de la classification périodique. Alors, une liaison AB est dite polarisée si la différence d'électronégativité entre les deux atomes est supérieure à environ 0,4. Si l'atome A est le plus électronégatif, donc si on a Ki de A supérieur à Ki de B, il attire davantage les électrons de la liaison vers lui que le second atome. Il porte alors une charge électrique partielle négative qu'on va noter delta-. L'atome B qui va être moins électronégatif, il a perdu partiellement le doublet d'électrons et porte une charge partielle électrique delta+. Donc voici notre molécule AB. Et on va considérer ici que l'électronégativité de A est supérieure à celle de B. Et rappelez-vous, l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer à lui les électrons de la liaison. Donc si l'électronégativité de A est plus grande que celle de B, l'atome A va attirer davantage à lui, il va aspirer davantage les électrons de la liaison. Donc il va être chargé delta-, et l'atome B va être chargé delta+, la molécule restant toujours électriquement neutre. Un petit exercice d'implication, indiquer les polarités des liaisons dans les molécules suivantes, HCl, CH2O, H2O. La molécule de chlorure d'hydrogène pour commencer, de formule HCl. Je vais rechercher dans la classification les électronégativités des éléments. Et je vois que l'électronégativité de l'atome de chlore est supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. L'écart est important, on a un écart de 1, donc on va avoir une liaison qui va être polarisée. L'atome de chlore est plus électronégatif, il va donc aspirer à lui les électrons de la liaison covalente. Il va donc être chargé delta- et l'hydrogène delta+. La molécule de méthanal maintenant. Je vais chercher les électronégativités des éléments, donc je vais avoir besoin de celle du carbone et de l'oxygène. Je regardais les liaisons CH pour commencer. L'électronégativité du carbone c'est 2,6, celle de l'hydrogène c'est 2,2, ça fait une différence de 0,4. Pour qu'une liaison soit polarisée, il faut que la différence soit strictement supérieure à 0,4. Donc je vais considérer que la liaison carbone-hydrogène n'est pas polarisée. La liaison carbone-oxygène va être polarisée, en effet. L'électronégativité de l'oxygène est de 3,4, celle du carbone de 2,6, ça fait donc une différence de 0,8, supérieure à 0,4. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, il aspire donc à lui davantage les électrons, donc il va être chargé delta-, et le carbone delta+. Et pour terminer la molécule d'eau, l'électronégativité de l'atome d'oxygène est égale à 3,4, celle de l'atome d'hydrogène 2,2, ça fait un écart donc de 1,2, supérieur à 0,4, donc la liaison oxygène-hydrogène est polarisée. Les atomes d'hydrogène vont être delta+, et l'atome d'oxygène 2 delta-. Pourquoi 2 delta-? Parce que les charges partielles delta+ et delta- sont identiques en valeur absolue, et il faut que la molécule reste électriquement neutre. Une molécule est polaire si les positions moyennes des charges partielles positives G+, et négatives G-, ne sont pas confondues. Elle va être apolaire dans le cas contraire. Prenons le cas de la molécule d'eau. On a vu que l'atome d'oxygène était porteur d'une charge partielle de delta-, et que les atomes d'hydrogène étaient porteurs d'une charge partielle delta+. Le barycentre des charges négatives va donc être situé au niveau de l'atome d'oxygène, et celui des charges positives entre les deux atomes
d'hydrogène. G+ et G- ne sont pas confondus. La molécule d'eau est polaire. Donc à la lumière de tout ceci, vous devez être maintenant capable de proposer une explication à la petite expérience du début. Lorsque vous avez approché une baguette électrisée d'un filet d'eau, celui-ci a été dévié. Je vous laisse y réfléchir et vous me proposerez une explication au prochain cours. La molécule de dioxyde de carbone maintenant. L'électronégativité de l'oxygène est égale à 3,4. Elle est supérieure à celle du carbone, qui est égale à 2,6. Les atomes d'oxygène vont être porteurs d'une charge partielle delta-, et l'atome de carbone d'une charge partielle de delta+. Le barycentre des charges partielles positives va être au niveau de l'atome de carbone, et la position moyenne des charges partielles négatives, le barycentre des charges négatives, va être au niveau, là aussi, de l'atome de carbone. G+ et G- sont confondus. La molécule de dioxyde de carbone est apolaire.